Bonjour Michel Margaras et merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce Midi Histoire consacré aux politiques de relance dans la France du XXe siècle. Michel Margaras, vous êtes professeur des universités. Vous avez été professeur d'histoire économique contemporaine à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne pour de nombreuses années. Vous êtes membre du Comité pour l'histoire économique et financière de la France et responsable de la mission historique de la Banque de France. Il y a un an, le plan France Relance était lancé et il nous a paru intéressant de voir les précédents en matière de plan de relance en histoire de la France du XXe siècle. Nous avons donc fait appel à vous pour que vous nous éclairiez en tant que spécialiste de l'histoire économique de la France. Spécialiste car vous avez consacré votre thèse d'État au ministère de l'Économie et des Finances et donc vous avez dû découvrir les nombreux plans de relance qui ont pu exister. Je cite quelques ouvrages parmi votre riche bibliographie et je vais notamment citer votre thèse d'État que vous avez soutenue en 1989 et qui était sous la direction de Jean Bouvier et de René Giraud, thèse qui est actuellement disponible et que vous pouvez consulter sur le site du ministère de l'Économie. Cette thèse portait le titre « L'État, les finances, l'économie, histoire d'une conversion, 1932-1952 ». Ce travail était préfacé par François Bloch-Lenné et publié dans la collection « Histoire économique et financière de la France ». Vous avez également assuré la direction scientifique en 2007 d'une journée d'études publiée en 2007 autour de François Bloch-Lenné, journée d'études intitulée « Fonctionnaires financiers citoyens ». Et surtout, plus récemment, vous avez participé comme directeur scientifique avec Fabien Cardoni et Nathalie Carré-Malberg à la réalisation d'une œuvre majeure autour des inspecteurs des finances et qui s'intitule « Le dictionnaire historique des inspecteurs des finances, 1801-2009 ». Ces deux ouvrages sont bien évidemment publiés dans la collection Histoire économique et financière de la France. Mais je vais citer une de vos dernières publications qui, là, n'a pas été publiée aux éditions du ministère de l'Économie, mais aux éditions du Détour en 2020 et qui a pour titre « L'État détricoté de la résistance à la République en marche ». Cet ouvrage a été réalisé avec Daniel Tartakovsky. Voilà, Michel, je vous laisse la parole pour nous présenter toutes ces politiques de relance qui ont existé au cours du XXe siècle. Bien, merci à Anne Blanchet de m'avoir convié pour ce Midi Histoire. Donc j'essaye de répondre à une demande en fait assez exigeante consistant à essayer de mettre en perspective sur un petit XXe siècle, un court XXe siècle, dirait Eric Hobsbawm, encore plus court que le sien, quelques exemples de politiques de relance. Alors j'ai fait un choix, j'en ai pris trois, d'où le titre, les trois relances. 1936, il y a bel et bien une politique de relance en 1936-37, le gouvernement de Front populaire. 1944-47, au fond, les gouvernements de la Libération procèdent à une gigantesque relance, même si le mot n'est pas employé à l'époque en tant que tel. On parle plutôt de réforme de structure à l'époque, mais on va voir que le langage, au fond, peut nous conduire à relativiser ce que les contemporains ont nommé et ce que nous, on peut, au fond, apprécier aujourd'hui à la lumière de l'histoire qui a succédé. Et puis 81, 82 ou 81, 83, c'est-à-dire, au fond, un exemple de relance qui a été fortement commenté par les contemporains, les hommes politiques, les historiens, les économistes, les sociologues, et on essaiera d'y voir clair. Alors, quelle est au fond, ma question fondamentale, c'est est-ce que la relance est perçue de manière positive ou négative par les contemporains ou à leur suite? Et on va voir que ce n'est pas forcément la même chose. Si j'avais pu poser la question aux fonctionnaires du ministère, j'aurais été intéressé de savoir la réponse des présents, c'est-à-dire est-ce qu'ils jugent que
une politique de relance, c'est positif ou c'est négatif. Dans mes 3 cas, on va voir qu'au fond, ça dépend. Comme aurait dit Jean Bouvier, c'est selon les circonstances, selon la conjoncture, selon le monde dans lequel, au fond, cette relance se situe, de quel contexte économique, financier, sociopolitique elle participe. Et j'ai mis en sous-titre 3 mondes, 3 compromis sociopolitiques, c'est-à-dire qu'au fond, dans les 3 cas, on a 3 configurations qui fait que cette relance ne peut pas être véritablement comparée dans les 3 cas, puisqu'on appartient au fond à 3 mondes différents, ou en tout cas à 3 compromis sociopolitiques très différents, et qui donnent une tonalité et une issue d'ailleurs assez différentes aux 3. Et c'est ça que je vais essayer d'expliquer. C'est-à-dire qu'au fond, la relance, et pour moi, la relance économique, les politiques de relance, sont une entrée pour essayer de dégager quelques traits plus généraux sur quel était le monde économique environnant et quel était le compromis sociopolitique à l'œuvre. Et on va voir qu'on est dans trois époques, même si les 2 premières sont assez rapprochées, qui participent pas tout à fait des mêmes dynamiques. Et du coup, les relances ne prennent pas la même signification parce qu'on appartient à 3 types de sociétés, au fond, dont les dynamiques sont différentes. Alors, premier cas, la relance de 1936. Cette relance de 1936 intervient dans un monde économique qui est celui qu'on appelle communément celui de la 2e industrialisation, c'est-à-dire au fond cette vague d'industrialisation, d'innovation à la fois technique, économique et de transformation sociale, géographique et autres, qui commence au fond dans les années 1880-90, cette 2e étape de ce qu'on appelait jadis la révolution industrielle, et qui va se poursuivre au fond pratiquement jusqu'à 1980. Donc un peu les mêmes types de produits, les mêmes types de production ou de marché, avec évidemment des évolutions, mais en gros l'apparition de la grande industrie, le fait qu'on l'essentiel au fond de l'activité repose sur le pétrole, le charbon, les constructions mécaniques, la chimie. Donc au fond un monde qui se perpétue des années 30, mais déjà dès les années 1900, et qui va durer presque jusqu'aux années 70-80. Donc c'est bien quand même un même ensemble, un même système économique, technique, qui certes évolue, mais dont les bases ou les fondements, au fond, sont quand même relativement communs sur les 3 périodes. Mais alors, ce qui change, c'est quand même la conjoncture. C'est-à-dire qu'en 1936, on est en pleine crise des années 30, en pleine dépression. Un certain nombre de pays sont déjà en reprise et ont déjà fait des politiques de relance. C'est le cas bien connu des États-Unis de Roosevelt. C'est le cas en partie dans un autre mode, mais qui est une certaine forme de relance, l'Allemagne nazie, depuis l'arrivée donc des nazis au pouvoir en 1933. Et dans le cas de la France, c'est une dépression qui dure plus longtemps, dans la mesure où un certain nombre de pays sont en reprise, c'est-à-dire ont retrouvé des niveaux de production d'avant-crise dès les années 33-34, alors que la France continue à être dans une situation économique inférieure à celle de 1929 et avec déjà un nombre important de chômeurs, même si les statistiques n'en donnent pas une idée très précise et sous-estiment probablement le nombre effectif de chômeurs du fait d'un système d'assurance chômage extrêmement partiel et insuffisant. On a un maximum, apparemment dans les statistiques des fonds secourus de chômage, de 500 000 chômeurs, mais il est probable qu'on atteint probablement le double, ou en tout cas pas loin du double.
Alors, une politique anti-crise, c'est-à-dire que les gouvernants sont confrontés au fond, à la situation suivante: quelles mesures prendre pour essayer de limiter les effets sociaux, la chute des prix qui est particulièrement redoutable pour tous les producteurs, agricoles ou industriels, le chômage relativement massif, les faillites, donc une situation qui est particulièrement difficile, même si, au fond, la situation française est quand même sans comparaison avec la situation américaine ou allemande, ne serait-ce que dans le nombre de faillites bancaires notamment, qui est bien supérieur, ou de nombre de chômeurs qui là aussi est bien supérieur. Jusqu'en 1936, ce sont essentiellement soit des gouvernements radicaux, soit des gouvernements de droite alliés aux radicaux, à partir de 1934, qui mènent ce qu'on appelle une politique de déflation. C'est-à-dire pour lesquels, au fond, il est peu concevable que l'État, les finances publiques, aient un rôle positif de relance, mais doivent plutôt veiller à éviter les déficits, notamment budgétaires, sauf dans un domaine qui est le protectionnisme. C'est-à-dire que les gouvernements, quels qu'ils soient d'ailleurs, radicaux ou de droite, vont entre 1931 et 1935 mettre en place des mesures redoutables de protectionnisme, qui n'a pas grand-chose à voir avec le protectionnisme de Méline, hein, mais qui devient un protectionnisme extrêmement rigoureux avec des quotas, des contingentements, donc pas simplement des droits de douane, mais carrément donc des limitations très strictes aux importations. Tout ça pour éviter, au fond, d'accroître le chômage dans un réflexe un peu primaire, consistant à dire on ne va pas importer le chômage, on ne va pas aggraver le chômage par des importations qui, au fond, sont devenues inopportunes. Dans ce contexte, je vais vite, se met en place une coalition insolite parce qu'elle réunit pour la première fois des radicaux et des socialistes. Les radicaux et les socialistes, ce n'était pas nouveau, ça avait été le cas en 1924 ou en 1932, mais s'y ajoutent des communistes qui, jusqu'à présent, refusaient toute alliance, quelle qu'elle soit, avec les socialistes. L'expérience de l'arrivée au pouvoir de Hitler et des nazis a sans doute été un élément décisif de changement stratégique, notamment à l'intérieur de l'internationale communiste, qui met en place dès 1935 la stratégie des fronts populaires, c'est-à-dire que c'est une politique, au fond, concertée à partir de Moscou et des différents partis communistes pour éviter la victoire du fascisme dans les pays qui n'ont pas encore subi, après l'Italie et après l'Allemagne. Cette coalition insolite se présente pour les élections de avril-mai 1936 sur un programme, donc j'ai indiqué le programme de Front populaire, qui envisage explicitement, et peut-être pour la première fois, une politique de relance, c'est-à-dire une politique qui vise par ces mesures à faire en sorte qu'il y ait un redémarrage de l'économie. Mais attention, c'est une politique de relance qui mise au fond assez largement sur l'intervention, pas tant de l'État que des entreprises elles-mêmes. C'est-à-dire elle envisage une hausse des salaires, elle envisage une baisse du temps de travail qui, au fond, va relever essentiellement du patronat privé et pas tellement de l'État. Elle envisage tout de même quelques réformes de structure, comme on disait, mais pas tant que ça, dans la mesure où les radicaux sont assez réticents. Donc, quelques mesures quand même qui vont avoir une portée importante, c'est notamment le fils du blé, c'est-à-dire l'idée de bloquer cette baisse des prix, de garantir des prix à la production,
ce qui était quand même une entorse aux préceptes libéraux qui dominaient l'essentiel des forces politiques à droite et au centre jusqu'à présent. Et puis quelques mesures tout de même de transformation de la propriété, mais qui, on va le voir, sont très limitées sur le plan économique et qui ont plutôt une portée morale ou politique. C'est la nationalisation des industries d'armement, mais c'était dans la perspective d'une certaine moralisation de ces marchés d'armement, à la suite notamment des expériences de la Première Guerre mondiale, et puis la quasi-nationalisation de la Banque de France. Je dis quasi parce que le terme n'était pas employé et qu'on va voir que ça n'a pas été tout à fait une nationalisation, mais en tout cas ça a été au fond l'éviction des intérêts privés au sein du Conseil de Régence, donc la direction de la Banque de France. Alors ce programme est rendu public en janvier, il sert de point d'appui aux élections qui sont gagnées par le Front populaire et qui voient la mise en place du gouvernement Blum. Mais ce qui est nouveau, donc les socialistes. Les radicaux sont associés au ministère, les communistes soutiennent sans participer, donc ils soutiennent à la Chambre des députés, donc dans la majorité nouvelle. Mais ce qui est nouveau, c'est le fait que j'ai mis les grèves et l'application précipitée, c'est-à-dire qu'au fond, ce programme qui était prévu pour une durée de législature, c'est-à-dire 4 ans, eh bien en fait va être appliqué en quelques semaines. Pourquoi ? Parce que les grèves, et notamment les grèves sur le tas, qui sont une innovation du point de vue des formes de mobilisation, vont pousser le gouvernement à appliquer en quelques semaines, en juin-juillet 1936, la plupart des mesures et allant même un peu au-delà du programme. Alors ces mesures interviennent en 2 étapes. D'abord une étape plus entre partenaires sociaux, comme on dit, entre protagonistes sociaux, c'est-à-dire ce qu'on a appelé l'accord Matignon. On trouve un peu partout les accords Matignon, mais en réalité le terme exact c'est l'accord Matignon, du nom du siège du président du Conseil qui vient d'être investi, qui est Léon Blum, et qui accueille à Matignon donc les représentants du patronat, ce qu'on appelait à l'époque la CGPF, la Confédération Générale de la Production Française, le lointain ancêtre du MEDEF, si vous voulez, et d'autre part, la principale confédération ouvrière qui était la CGT, et qui était une CGT assez nouvelle, puisque c'est une CGT qui a réuni en elle-même l'ex-CGT, qui était plutôt socialisante, disons, réformiste, et la CGTU, la Confédération Générale du Travail Unitaire, qui était plus radicale et qui était animée largement par des militants communistes, qui se sont réunifiés donc en mars 1936. Donc c'est un des rares moments où dans les négociations, vous avez une seule confédération qui représente la plus grande partie des syndiqués. Il y a une petite CFTC, mais qui n'a pas été conviée à la rencontre. Dans l'accord Matignon, il est prévu des mesures déjà importantes qui vont constituer des éléments de la relance, une hausse des salaires entre 7 et 15%, la signature de conventions collectives qui pourront être étendues à toutes les branches et la création de délégués d'ateliers. Mais à la suite de ces mesures qui ont été adoptées donc dans l'accord Matignon au début de juin 1936, vont être votées toute une série de lois sociales qui viennent compléter ou renforcer ou consolider, confirmer des mesures de l'accord Matignon. Outre la légalisation et l'institutionnalisation des conventions collectives par branche, ça a des conséquences puisque, si vous voulez, la convention collective permet éventuellement d'aligner vers le haut les conditions de travail de toute une branche, y compris dans des endroits où les travailleurs, les salariés n'auraient pas la force d'obtenir ce qu'ils obtiennent par la négociation professionnelle. Donc ça a comme conséquence d'élever notamment les salaires ou d'améliorer les conditions de travail par branche.
D'autre part, les congés payés, qui ne faisaient pas tout à fait partie du programme, mais qui étaient déjà dans les revendications syndicales. 15 jours donc, de congés payés, ce qui relève le pouvoir d'achat aussi. Et surtout, les 40 heures, et les 40 heures qui, dans le débat, qui a été un des plus rudes à la Chambre des députés, bien que le Front populaire ait la majorité, et qui est au fond adopté sous sa forme la plus extensive, c'est-à-dire comme toujours, quand on a une baisse de la durée du travail, la question c'est à quelle rémunération on fait correspondre cette baisse. C'est-à-dire si c'est 40 heures payées 40 alors qu'on avait 48 heures avant, ça veut dire une baisse du salaire. Or là, c'est 40 payées 48, qui était en gros la semaine de travail habituelle, sur 6 jours, 8 heures par jour, depuis 1919, ou en tout cas depuis les années 20, parce que l'application, la loi des 8 heures avait été lente. Donc, si on résume, c'est miser sur le pouvoir d'achat des salariés, s'ajoute le revenu des paysans, n'oublions pas, c'est des partis du mouvement ouvrier, mais plus le parti radical, et qui ont pensé à la paysannerie. Et sans doute aussi, c'est un des éléments de la victoire électorale. En garantissant un prix alors qu'on est dans une période de chute brutale des prix. C'est donc de cette hausse du pouvoir d'achat, à l'époque on parlait même de théorie du pouvoir d'achat, parmi les contemporains, qu'on attend une reprise de l'économie et une sortie de la dépression. Alors j'ai mis les obstacles de l'été et de l'automne, sans entrer dans les détails parce que cette histoire est bien connue. J'insiste simplement sur quelques éléments. Cette majorité de Front populaire va buter sur un certain nombre de questions, pas simplement économiques et sociales, et pas simplement sur la relance, mais aussi sur la relance. La guerre d'Espagne, en juillet 1936, va diviser la coalition au pouvoir entre les radicaux et une partie des socialistes qui ne sont pas pour l'aide à l'Espagne, une autre qui est plutôt pour aider et pour remplir les contrats, notamment de livraison d'armes à l'Espagne, qui va peu à peu semer la division à l'intérieur de la majorité. D'autre part, il y a à l'été une fuite de capitaux, un affaiblissement du franc, et d'autre part aussi cette relance a comme conséquence du fait d'une dépendance de la France, notamment d'importation de charbon. Elle apportait à peu près un tiers de sa consommation de charbon, c'est-à-dire que la dépendance aujourd'hui à l'égard du pétrole, c'était à l'égard du charbon, et donc un déficit important de la balance commerciale, pas simplement à cause du charbon, mais aussi à cause d'une hausse d'importation, en partie liée à cette hausse du pouvoir d'achat elle-même. Ce qui fait qu'il y a une légère reprise en 1937 et puis une rechute après en 1938. Il y a une dévaluation du franc en septembre 1936 du fait de l'affaiblissement des réserves et des sorties de capitaux. La coalition de Front populaire a refusé la mise en place d'un contrôle d'échange du fait que c'était le cas de l'Allemagne nazie et des régimes fascistes. Et donc, on a une situation où en fait la France reste enlisée dans la dépression. On sait, grâce aux travaux de Robert Frank, néanmoins que la reprise va avoir lieu, mais là où on ne l'attendait pas forcément dans le programme, c'est par le réarmement. C'est-à-dire un réarmement qui intervient dès l'été 1936, contrairement à ce qu'on a pu dire. C'est-à-dire que c'est bien le Front populaire qui réarme la France, un peu tardivement, et ça ne se fait sentir que vers 1938-1939. Il n'empêche qu'en 1939, le niveau de production est inférieur à celui de 1929. Donc la France rentre dans la guerre dans une situation d'affaiblissement économique par rapport à son maximum d'avant-crise. D'où j'ai mis les enseignements postérieurs, le fait que, au fond, il y ait des critiques sévères à l'égard de cette relance de 1936, qui n'a pas réussi à sortir la France de la dépression.
On sait que l'un de ceux qui étaient les plus critiques, c'est Alfred Sauvy, dans un ouvrage sorti à peu près 30 ans après 1936, où ils mettent en cause les 40 heures, en disant que ça a été trop rigide et que ça a bloqué la production au moment de la reprise. Depuis, Jean-Charles Asselin, Robert Frank, moi-même j'ai essayé un petit peu d'aller voir un peu plus près. Il y a sans doute de ça pour certaines branches. Il y a aussi le fait qu'il y a eu très peu d'investissements lancés dès ces années-là, et que, misant essentiellement sur la revalorisation du pouvoir d'achat des salaires, eh bien, ça ne pouvait pas entraîner complètement l'ensemble de l'économie. Il se trouve qu'à l'intérieur des partis et de la CGT, donc au pouvoir, il va y avoir quand même une réflexion critique sur cette expérience, et on va voir qu'elle va avoir un rôle dans la deuxième période, c'est-à-dire la relance de 44-47. Alors, je vais un peu plus vite. Cette relance de 44-47 s'identifie, si vous voulez, aux mesures qui sont prises contre cette dépression. J'ai mis la régression depuis 1931. C'est-à-dire que depuis 1931, on a une chute à la fois de l'investissement, de la production, une montée du chômage, et que tout ça est aggravé par l'occupation, c'est-à-dire les prélèvements allemands, prélèvements financiers, 400 millions de francs par jour, payés tous les jours pendant les 4 ans d'occupation, puis même 500 millions à la fin, des prélèvements de main-d'œuvre, des prélèvements sur la répartition autoritaire des produits, donc un affaiblissement et grosso modo, je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail, mais un pouvoir d'achat divisé par 2, pratiquement, pour la moyenne des Français, à la sortie de la guerre par rapport à 1938. Alors, quelle est la position de ceux qui vont devenir les gouvernants, c'est-à-dire essentiellement les résistants? J'ai mis le programme du CNR et j'ai mis le plan Monnet. Ce sont les deux bases de la véritable relance qui va intervenir à partir de 1944 et surtout de 1946-1947. Ce programme du Conseil national de la résistance, donc cet organe central qui coordonne toutes les forces de la résistance, élabore dans la clandestinité, mais on sait bien par le travail pionnier de Claire Andrieux qu'il s'agit d'un véritable débat démocratique, c'est-à-dire que même dans la clandestinité, toutes les composantes du Conseil national de la résistance ont débattu du programme. Il y a là les mouvements de résistance, il y a les partis politiques qui n'ont pas suivi Vichy, les communistes, les socialistes, ceux qui vont devenir le MRP, donc les démocrates chrétiens, et une partie de la droite qu'on appelait patriote, celle qui n'a pas pactisé avec Vichy. Mais il y a aussi les deux confédérations syndicales, la CGT, qui entre-temps a été réunifiée une deuxième fois parce qu'elle a éclaté de nouveau en 1939, mais qui se réunifie donc entre sa composante, disons, plutôt socialisante et sa composante communiste. Ça pourrait être des lointaines ancêtres de la CGT et de FO actuelle, si vous voulez. Mais on est dans un autre contexte, tout à fait, puisqu'on est dans un contexte de clandestinité et de répression à la fois de Vichy et des Allemands qui occupent. Donc il y a à la fois, c'est le seul document depuis la Révolution française, où un programme est unanime, donc de la part de toutes les forces politiques, sociales et associatives, si vous voulez, les mouvements de résistance faisant figure, si vous voulez, des associations d'aujourd'hui, si vous voulez. C'était le mouvement associatif le plus actif et le plus courageux aussi dans ce contexte de l'occupation. Alors, que contient ce programme comme mesure de relance? Les mesures de relance sont des mesures essentiellement de transformation, cette fois-ci structurelle, c'est-à-dire de créer une nouvelle dynamique économique et sociale. Du point de vue économique, c'est la mise en place d'un plan de développement économique et social qui s'appelait à l'époque un plan de modernisation et d'équipement. Donc on voit bien l'idée, c'est de moderniser toute la structure de l'économie française et l'équiper, c'est-à-dire des investissements lourds en matière d'infrastructure. Ça doit peut-être vous rappeler quelque chose. C'est-à-dire l'idée qu'au fond, l'affaiblissement économique de la France, depuis 1930, donc depuis 15 ans, doit être compensé désormais par une relance qui n'est pas qu'une relance de la demande de consommation, mais aussi de la demande d'investissement, c'est-à-dire de moderniser. Alors faites attention, il s'agit bien de moderniser, c'est-à-dire on garde les mêmes produits,
on sait quels sont les produits porteurs à l'époque, c'est-à-dire que l'avenir est connu, si on veut. Et on va voir que dans le plan Monet, ces secteurs sont effectivement bien identifiés et il y a un certain consensus social pour définir des priorités. Donc le plan dénationalisation pour les secteurs clés de l'économie, et notamment l'énergie, donc les charbonnages, l'électricité, qui était jusqu'à présent tenue par des compagnies privées, plus de 1000 compagnies privées de transport, production, distribution d'électricité, des transports notamment aériens, puisque la SNCF avait déjà été nationalisée en 1937 à la demande des compagnies privées en déficit et en difficulté, endettées, etc. Donc c'était déjà une entreprise nationale. Et par ailleurs, les banques de dépôt, donc les banques qui ont affaire à une clientèle de déposants, également dans le programme du CNR, la sécurité sociale, les comités d'entreprise pour donner une certaine responsabilité aux travailleurs, aux salariés, et d'autre part, leur donner un salaire indirect. J'ai bien dit que le pouvoir d'achat avait été fortement affaibli et va le rester assez longtemps. Il faut attendre les années 1953-54 pour retrouver pratiquement le pouvoir d'achat de 1938, mais c'est compensé par la mise en place progressive à partir de 1946 pour les salariés d'un système de protection sociale qui se veut ensuite étendu à l'ensemble de la société, mais qui va commencer par les salariés en cumulant l'assurance maladie, l'assurance vieillesse, l'assurance accident et maladie professionnelle, donc couvrant les risques sociaux pour les salariés, ce qui évidemment renforçait leur pouvoir d'achat affaibli par 4 ans d'occupation. Voilà quelles étaient les profondes réformes dans la perspective d'une relance plus générale qui comportait non seulement au fond une augmentation de la demande en matière de consommation et d'investissement, mais également une transformation des structures économiques et sociales, notamment par l'apparition d'une véritable économie mixte, où, à côté des entrepreneurs privés, l'État devenait, à travers le plan, à travers les nationalisations, à travers les politiques publiques en matière générale, pendant tout un temps après la libération, c'est l'État qui définit les niveaux de salaire. En 1950 est décidée la création du SMIC, donc du salaire minimum. Donc on voit bien la part importante de l'État et au fond une quasi-unanimité depuis De Gaulle, qui était à la tête donc du CNR. Le CNR reconnaissait l'autorité unique de Gaulle sur l'ensemble de la résistance extérieure et intérieure, c'était aussi sa finalité, de Gaulle aux communistes en passant par les socialistes et par le MRP, avec des nuances, avec une intensité plus ou moins forte. Et ce programme du CNR va être peu à peu appliqué par des gouvernements d'union nationale, avec De Gaulle d'abord, puissant De Gaulle après 1946, incluant des communistes au moins jusqu'en 1947 et l'entrée dans la guerre froide. Et ce programme va être complété effectivement par le plan Monet, le plan de modernisation et d'équipement, qui est mis en place par le commissaire général du plan, qui à l'époque n'était pas qu'une seule nomination de quelqu'un à qui on offrait au fond une responsabilité, mais qui met en place un véritable organisme avec des commissions de modernisation, c'est-à-dire des commissions qui vont débattre sur la plupart des secteurs et qui réunit des représentants du patronat, des syndicats de travailleurs et des experts et des hauts fonctionnaires, et qui se mettent en commun d'accord sur des objectifs. Et les objectifs majeurs du plan Monet, c'est retrouver le niveau de 1929 en 1950, plus 25%. Donc non seulement de rattraper le niveau le plus élevé de production d'avant-guerre, mais le dépasser à l'horizon 1950, et d'autre part définir 6 secteurs de priorité qui doivent permettre, à travers le financement public notamment, d'être privilégiés et d'éviter le saupoudrage de cette relance entre différents
partenaires et différentes activités économiques. L'énergie, donc le charbonnage, l'électricité, les transports intérieurs, le machinisme agricole, le ciment. Et donc privilégier ces secteurs-là qui sont des secteurs lourds, qui sont la base de l'économie, on disait les secteurs de base, et qui sont assez unanimement, à l'époque, reconnus comme étant nécessaires pour faire repartir véritablement la machine économique et sociale. Alors, j'ai mis les facteurs favorables et la reprise durable. Quels sont les facteurs favorables qui expliquent que cette relance a en grande partie réussi, c'est-à-dire a permis une croissance, le plein emploi pendant de très longues années, presque une trentaine d'années. Quels sont les facteurs qui expliquent? Il y a des facteurs de nature différente, des facteurs de plus longue durée, des facteurs plus conjoncturels. Plus conjoncturel, c'est une sorte de consensus quand même sociopolitique. Même s'il y a des divisions par exemple sur la constitution de la 4e République, sur le régime politique, il n'y a pas de division véritable, même s'il y a des arrière-pensées, entre les différents courants sur les mesures sociales et économiques à appliquer. Le programme du CNR représente bien le legs de la résistance unifiée, avec des tensions, avec des débats, mais au fond avec un texte qui, au bout du compte, met tout le monde d'accord. Même si pour les uns, c'est le maximum qu'on peut faire, et pour les autres, c'est le minimum. C'est-à-dire que les uns espèrent aller plus loin, et les autres espèrent qu'on n'arrivera pas jusque-là. Mais vous voyez, on est dans un contexte, effectivement, où le débat politique a repris en 1944-45, mais au fond, les grandes priorités, elles sont assez claires. Et pourquoi elles sont assez claires? Pour la raison que j'ai déjà indiquée, parce qu'on est dans le même monde économique, c'est-à-dire on sait quels sont les secteurs qu'il faut privilégier pour repartir. C'est-à-dire ce sont les secteurs anciens, ce sont les secteurs récents, mais qui sont déjà en place. Les charbonnages, l'électricité, les transports, la sidérurgie, l'acier, oui. D'autre part, ces secteurs correspondent en grande partie aux grandes entreprises nationales. À part l'acier, EDF, les charbonnages, les transports sont détenus par des entreprises nationales. Et donc, là aussi, le rôle de l'État est facilité pour permettre cette croissance. Mais dans les facteurs favorables, il y a deux autres facteurs favorables qui ont joué leur rôle sur une plus longue durée. Premièrement, un plutôt conjoncturel, mais qui a quand même duré un certain temps, c'est l'aide américaine. Il se trouve que le plan Monnet s'est articulé à partir de 1947 avec le plan Marshall. Pourquoi? Parce que la France est un lieu clé de la guerre froide. Et les dirigeants français, en même temps qu'ils évincent les communistes du gouvernement, laissent entendre, donc les dirigeants de la troisième force, depuis des socialistes, des centristes et une partie de la droite, des indépendants, font valoir auprès des Américains qu'ils sont prêts à défendre, au fond, ce qu'on appelait à l'époque le monde libre. Donc, en fait, les institutions et l'alliance américaine contre l'Union soviétique, mais à condition qu'on aide la France à éviter la misère. C'est-à-dire, c'était appliquer la doctrine Marshall à la France. Pour Marshall, la misère entretenait le communisme. Donc il fallait lutter contre la misère, donc c'est l'arme du dollar. Et il se trouve que le plan Monnet donnait un débouché immédiat au plan Marshall, c'est-à-dire les dollars Marshall étaient réutilisés une fois en dollars, une autre fois en francs. Les importateurs français confiaient leurs francs contre les dollars qu'on leur avait apportés, et ces francs resservaient au financement du plan Monnet. Donc ça, c'est évidemment un facteur tout à fait favorable et tout à fait conjoncturel. Évidemment, les gouvernements français ont utilisé jusqu'à la corde cet argument comme quoi, si on ne les aidait pas, la France deviendrait communiste. Parce qu'à l'époque, le Parti communiste est entre 25 et 30% de l'électorat. Il est ressorti premier parti de France à la Libération et dans les premiers scrutins des années 45-47. Le deuxième facteur favorable, alors celui-là de plus longue durée, c'est qu'on est dans une situation de gigantesque rattrapage. C'est-à-dire qu'on va rattraper en 5-6 ans
le retard pris depuis 1930, c'est-à-dire le ralentissement, la mise en sommeil, le sous-investissement de l'économie française qui, depuis la crise des années 30, augmentée par l'occupation, ont stagné, ont régressé et au fond a vieilli. Il y a eu des destructions. Bon, ceci étant, à part les moyens de transport et quelques grandes villes, effectivement, qu'on connaît tous, Le Havre, Caen, des moins grandes, Royan ou autres, au fond, les destructions ne sont pas aussi graves que plutôt le vieillissement, le sous-investissement, et donc les manquements, les carences en matière d'innovation et en matière de dépenses, notamment d'investissement, depuis les années 30. Et là, il y a un gigantesque rattrapage qui s'effectue par rapport à la situation française, c'est-à-dire retrouver le niveau de 29, c'était bien l'objectif, donc avec au fond les mêmes secteurs, modernisés, mais les mêmes secteurs, et d'autre part, un rattrapage à l'égard des États-Unis. C'est-à-dire qu'une partie de ces moyens d'investissement dans les infrastructures s'effectue à partir d'importations d'équipements américains. Et donc, les Américains jouent ce jeu de coopération à l'égard des pays européens, pas simplement la France, puisque le plan Marshall bénéficie à 16 pays d'Europe. Pourquoi ? Parce qu'ils sont dans la lutte contre le communisme, dans le containment, et ils ont besoin aussi d'avoir le soutien des pays européens qui, réciproquement, ont besoin de l'alliance américaine. Donc c'est un facteur tout à fait favorable et qui va au-delà de la conjoncture, qui est la situation plus générale au fond, du développement du capitalisme, qui, au fond, connaît à ce moment-là un double rattrapage par rapport à lui-même et, au fond, vient effacer les 15 ans de régression. Donc, cette relance, elle a été voulue, elle a été mise en œuvre, mais on voit bien qu'il fallait des conditions quand même de possibilité, qui étaient une sorte quand même d'unanimité ou de relative unanimité sur le plan socio-politique, le soutien notamment d'un des rares moments où les syndicats sont puissants en France. La CGT compte à l'époque à peu près 3 millions d'adhérents. Donc vous voyez, par rapport à aujourd'hui, même avec une population active bien moindre, ça ferait rêver Philippe Martinez. Donc on est dans une situation tout à fait exceptionnelle. Et d'autre part, cette situation géopolitique également particulière avec les États-Unis. D'autre part, un discrédit, là aussi assez exceptionnel, des classes dirigeantes. C'est-à-dire que le patronat, qui n'est pas présent dans le programme du CNR, est lui-même très affaibli par, au fond, cette double carence, celle d'avoir, au fond, mal traversé la crise, et pour certains d'entre eux, d'avoir aussi mal traversé l'occupation par des phénomènes éventuels de collaboration économique. Donc, relance certes positive, mais présentant des caractères extrêmement singuliers. Dernier point. La relance de 81-82. Alors là, j'irai encore plus vite parce que tout le monde connaît. On est dans un contexte qui est à l'autre bout de notre chronologie, c'est-à-dire peut-être la fin ou en tout cas l'extrême, une des extrémités de ce monde industriel apparu au XXe siècle, et en particulier donc sous la poussée de nouvelles forces et l'apparition dès ces années-là, dès ces années 80, ou en tout cas l'amorce de nouvelles formes d'organisation de l'économie mondiale, d'abord par des nouveaux produits, tout ce qu'on va appeler les technologies de l'information et de la communication, mais pas seulement, parce qu'au fond, même dans les anciens secteurs, il y a des innovations très importantes, et d'autre part par une mondialisation nouvelle. Dans les années 30, comme en 44-47, on est dans un monde fermé. C'est ça aussi qui explique l'éventuelle efficacité de la relance, c'est-à-dire le fait que le protectionnisme dont j'ai parlé au début s'est maintenu assez longtemps dans les années 1940 et encore dans les années 50.
il faut vraiment attendre le début des années 60, avec la signature du marché commun donc, et sa mise en place en 68, et puis l'avancée dans le libre-échange mise en œuvre par les institutions internationales, dont le GATT avant l'OMC, pour qu'il y ait peu à peu un abaissement des frontières pour les capitaux, pour les marchandises, et puis vous le savez, à partir des années, alors là plutôt postérieures à ces années-là, 1990, pour les capitaux. Donc on entre, pas encore tout à fait, mais c'est les premiers éléments d'un nouveau monde. Un nouveau monde économique, industriel, financier, mais au fond, la France se trouve dans une situation là aussi singulière, puisque les élections de 1981 présidentielles voient la victoire des socialistes et des communistes, donc réunis dans un programme commun dont la première version a été signée en 1972. Donc encore du temps de la forte croissance qui, je vous le rappelle, s'atténue, s'arrête à partir de 1974-75 et où apparaît un chômage qui devient un chômage de masse véritablement à la fin des années 70 et au début des années 80. Ce programme commun comportait une forme de relance qui était destinée avec comme objectif majeur la suppression ou la réduction du chômage de masse par trois moyens: des nationalisations, cette fois-ci industrielles et bancaires, y compris dans du secteur concurrentiel, 5 groupes industriels, Péchinet, Saint-Gobain, Rhône-Poulenc, etc., qui, à la différence de celle de 1945, n'étaient pas dans des secteurs monopolisés par des services publics. D'autre part, une politique qui devait, à la lumière de ces nationalisations, permettre ce qu'on appelait à l'époque la reconquête du marché intérieur. Donc ça peut rappeler aussi un certain nombre de choses, c'est-à-dire l'idée que de lutter un peu contre des formes de désindustrialisation qui avaient commencé déjà dans les années 70 et qui avaient culminé en 1979 avec notamment une crise grave de la sidérurgie et des réductions d'effectifs très considérables. Deuxième pilier, une véritable relance par le pouvoir d'achat, par la montée des minima sociaux, la montée des salaires, des nouvelles lois sociales, la retraite à 60 ans, la baisse de la durée du travail, envisageant à terme une semaine de 35 heures. On va voir que dans un premier temps, en fait, en 1982, on va se satisfaire de 39 heures. Et d'autre part, une forte embauche dans la fonction publique, plus de 200 000 emplois nouveaux. C'est ce qui va être la relance du gouvernement Mauroy. En réalité, quand on calcule, Jean-Charles Asselin, d'autres ont essayé de mesurer, nous-mêmes, dans le colloque sur les années Mitterrand, on arrive à des chiffres qui ne sont pas si considérables par rapport au PIB, on est autour de 1%. Bon, c'est pas négligeable, hein, mais c'est une relance qui n'a pas abouti, apparemment, qui ne devait pas aboutir à des soubresauts trop grands. Or, qu'est-ce qui se passe? J'ai mis coup d'arrêt. Assez rapidement, les conséquences sont assez négatives. Négatives de la manière suivante: ce que Jacques Delors, ministre des Finances, a appelé un déluge d'importations. Bon, il en rajoute un peu, mais c'est véritablement cette augmentation de la consommation par l'augmentation du pouvoir d'achat se traduit essentiellement, non pas par une reprise de l'emploi, mais par une vague d'importation, et on met en cause les automobiles allemandes ou les magnétoscopes japonais à l'époque, d'où l'idée éventuellement de les freiner qui n'aboutit pas, etc. Donc il y a un déséquilibre de la balance commerciale et de la balance des paiements qui apparaît relativement dramatique aux yeux des dirigeants, alors que la relance n'avait pas été pensée comme une relance totalement échevelée, même si il y avait des freinages importants dans une partie de la majorité, Jacques Delors, Michel Rocard, qui étaient très réticents sur la portée de cette relance. Mais ce déséquilibre
à la fois commercial et financier, se traduit également par une perte des réserves de change, donc des mouvements de capitaux défavorables pour la France, donc dès l'été 81, d'où des coups d'arrêt progressifs, d'abord en octobre 81, je ne vais pas entrer dans les détails, mais des premiers freinages de dépenses, et surtout en juin 82. C'est-à-dire qu'en juin 82, il y a un premier plan de rigueur, comme on disait donc à l'époque, un blocage des prix et des salaires, et les salaires en septembre vont être réajustés, mais réajustés moins que l'inflation. C'est-à-dire que c'est le début de quelque chose qu'ont essayé plusieurs gouvernements du septennat précédent, du temps de Giscard d'Estaing, c'est-à-dire de désindexer les salaires sur la hausse des prix. Et même Raymond Barre, dans les différents plans Barre, n'a pas osé le faire par crainte, au fond, d'une réaction sociale trop forte. Mais Jacques Delors, qui est en bons termes avec la CFDT, avec laquelle il a des liens directs, au fond, obtient d'un certain point de vue le soutien à ce sujet. Et donc, dès juin 82, en fait, c'en est fini des objectifs du programme commun et de 1981. C'est-à-dire que désormais, l'objectif, c'est l'inflation qui est restée très élevée en 81-82, qu'il était déjà en 74, qui va monter autour de 10% et parfois plus. Or, depuis 1979, date de la création du système monétaire européen, la France était associée à l'Allemagne. Ça avait été l'accord entre Helmut Schmidt et Giscard d'Estaing en 1979 de créer un système monétaire européen avec un système de change fixe, ou en tout cas relativement fixe, avec des marges de fluctuation faibles, 2,5%, donc entre notamment le Deutschmark, qui était la monnaie forte et la monnaie dominante en fait, dans ce système européen, qui à l'époque était un système européen à 6, puis qui va passer à 9, etc., mais qui au fond était l'idée d'éviter des fluctuations trop brutales dans un système monétaire qui avait éclaté en 1971, 73, 76 avec la consécration des changes flottants. Donc, rester dans le système monétaire européen, ça voulait dire désormais, en fait, ne pas avoir une inflation trop élevée par rapport au Deutschmark, et donc, désormais, ça devient l'objectif majeur. Et en mars 83, ce qu'on a appelé le tournant de la rigueur est déjà pris, puisqu'il y a déjà un freinage considérable des dépenses, et notamment des dépenses sociales, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, la relance, sans le dire, est quand même désavouée, dans la mesure où elle a entraîné des déséquilibres qui sont jugés désormais préjudiciables, et que, au fond, la priorité devient celle de la monnaie, de la stabilité de la monnaie et des prix, et d'autre part, de retrouver les équilibres des paiements extérieurs. Donc, la baisse du chômage ne devient qu'un objectif dérivé. La première étape, c'est la désinflation, qui va être obtenue simplement à la fin des années 80, et le rééquilibrage des paiements français avant d'envisager une quelconque amélioration de la situation donc de l'emploi. Pour terminer, on voit bien qu'on n'est pas dans les mêmes contextes dans les trois cas. Ce n'est pas le même contexte économique. Au fond, la crise des années 30, c'est au fond une sorte de stagnation et de mise en sommeil de tout le développement industriel commencé avec le début du XXe siècle. 44-45, c'est le redémarrage de ce même monde industriel, mais dans un contexte sociopolitique qui a changé. En 1936, on est encore dans un compromis républicain et relativement libéral. C'est-à-dire que les mesures de Léon Blum, les mesures du gouvernement de Front populaire, au fond, sont très largement en porte-à-faux avec la culture politique dominante,
qui consistait à dire que ce n'était pas à l'État de relancer l'économie, c'était aux entreprises privées. Et d'ailleurs, les mesures de 1936, c'est essentiellement des mesures prises par le patronat privé. En 1944-45, on est dans un même monde économique, mais le monde sociopolitique a changé. C'est ce qu'on appelle l'État social, ce qu'on peut appeler l'État social. C'est-à-dire que, bon an, mal an, volens, nolens, au fond, les forces politiques et syndicales ont accepté l'idée que désormais, l'État devait, au fond, assurer la prospérité économique et, d'autre part, devait assurer le progrès social et notamment la protection sociale de manière beaucoup plus étendue par le système de sécurité sociale que cette protection sociale très partielle, très parcellaire, très discontinue d'avant 1939. Donc on entre dans un nouveau monde et 1981-82, on peut se demander si ce monde n'est pas en train de vaciller. C'est-à-dire on entre dans un nouveau monde mondialisé, ouvert, et toute relance, on le voit bien, effectivement, est vouée à supporter les mouvements commerciaux internationaux. Et dans le cas d'une France en partie désindustrialisée, une grande partie de cette demande se traduit en importation et ne se traduit pas en emploi à l'intérieur. Donc un monde qui est désormais mondialisé, au moins pour les marchandises, qui va l'être bientôt pour les capitaux, et où en fait toute une série de secteurs sont menacés, qui avaient été des secteurs porteurs de la croissance. C'est le cas de la sidérurgie, c'est le cas du charbon, c'est le cas d'une partie des constructions mécaniques, et les nationalisations qui avaient comme but de reconquérir le marché intérieur vont surtout avoir comme but de recapitaliser ces entreprises pour éviter qu'elles ne s'effondrent. Mais elles ne vont pas participer véritablement à cette reconquête, ou en tout cas pas dans un temps court. Donc on voit bien que les relances sont perçues différemment à ces trois moments par les contemporains et puis par ceux qui se penchent dessus aujourd'hui. Mais si elles sont différentes, c'est parce que effectivement, on est dans trois mondes différents. Merci.